téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Vous faites bien de choisir BF1. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle semaine. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles respectives. En tout cas, on vous dit merci pour votre fidélité. Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure de votre émission Vivre ensemble. Mardi 21h le direct, jeudi 22h30 à la rediffusion. On va dire merci à tous ceux qui sont connectés via Facebook. Vous pouvez retrouver également les émissions précédentes sur YouTube. Merci à toute la diaspora connectée et un gros coucou à tous les téléspectateurs de Bobo du Lasso. Je suis Alice pour vous servir. Avec moi ce soir, Monsieur Jean-Bosco Kaboré. Il est psychologue, thérapeute, conseiller conjugal. Monsieur Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, cette nouvelle semaine, elle commence bien? Oui. Très bien. Bien, parce qu'on va élever le niveau. Et les téléspectateurs adorent quand M. Kaboré élève le niveau. En tout cas, merci d'être là sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, vous le savez déjà, Vivre ensemble, c'est toujours avec un thème. Le thème que nous avons choisi pour vous ce soir, c'est fondement de la vie et du mariage. Si vous êtes bien installé chez vous, eh bien, c'est parti pour l'émission. Alors, fondement de la vie et du mariage. Le fondement de la vie, de quoi il s'agit? Alors, les fondements de la vie a pour référence les lois pour dire que le monde n'est pas un produit accidentel. Voilà. Il y a des repères et des indicateurs qui indiquent, qui orientent et qui guident que nous devrons suivre certaines valeurs intrinsèques. Voilà. Ça veut dire que les fondements, c'est comme le tableau de bord d'une voiture. Quand vous rentrez dans la voiture, vous avez fait votre permis. D'abord, il faut avoir le permis de la vie. Alors, pour avoir maintenant le code ou les fondements de la vie. Quand vous rentrez dans une voiture, vous voyez que le tableau de bord donne des indicateurs. Et ces indicateurs sont intrinsèques, qui signalent, qui interpellent, qui annoncent quand il y a une situation, quand il y a une panne, quand il y a quelque chose. Notre vie aussi, c'est comme ça. Il y a des valeurs qui guident. Il y a des valeurs sacrées qui orientent. Donc, on ne fabrique pas le monde, on ne crée pas le monde. Voilà. Les valeurs nous poussent, nous interpellent à comprendre pourquoi nous existons, ce que nous devrons faire et ce que nous ne devrons pas faire, qui est moral, éthique. D'accord. Voilà. Donc, quand on parle de fondement de la vie, il y a des valeurs à respecter. Valeurs à respecter. D'accord. Et déjà, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de valeurs que l'on peut respecter dans la vie? Par exemple, être une personne sérieuse, voilà, qui a un bon comportement, mature et responsable. Quelqu'un qui a la capacité, la maturité de pardonner, de comprendre, et aussi une personne qui développe l'écoute attentive. J'écoute pour comprendre les besoins, les attentes et les aspirations profondes des autres. Je donne de la valeur, de la considération aux autres. Alors, ces valeurs viennent exclure mon moi. Ce n'est pas pour nourrir le moi. Non, c'est pour se laisser guider par ces valeurs, voilà, qui va me donner maintenant, qui va me permettre maintenant de m'identifier, de vivre mon unicité. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux personnes comme moi sur cette terre. Je suis appelé à être à une place, mais avec des valeurs que je vais utiliser pour m'affirmer. Voilà. Je ne me laisse pas emporter par des émotions ni des sensations qui peuvent m'éloigner de ces valeurs intrinsèques et sacrées. D'accord. Voilà. Et ce que je note dans ce que vous venez de dire, il y a le respect envers autrui, il y a aussi la responsabilité,
la maturité. maturité. Et aussi, il faut avoir une certaine maîtrise de soi. Maîtrise de soi. D'accord. Donc, ce sont là quelques valeurs à respecter. Mais il faut souligner que quand je parle de la maturité, voilà, il faut dire que la maturité, c'est un signe qui indique que vous avez atteint à un développement. Voilà, atteint à son développement, à un équilibre psychologique, un équilibre affectif, un équilibre à la maturité spirituelle, voilà, et à la maturité morale. Ah, d'accord. Là, on ne parle pas de maturité par rapport à l'âge, en fait. Oui, c'est vrai que l'âge, c'est vrai, on ne va pas prendre un enfant de 1 à 2 ans. Voilà, mais quand on ajoute la maturité indique une personne qui a atteint son plein développement. D'accord. Voilà, c'est pour ça que la maturité, voilà, on ajoute la maturité dans les fondements. Parce qu'il faut une personne mûre qui a atteint, qui a une conscience conscientisée par des valeurs intrinsèques qui le guident et qui l'orientent pour le bien-être de sa vie. Et plus il est bien dans sa vie, plus il prend ce qui est bien et transmet aux autres et il impacte les autres à travers ces valeurs qui conditionnent et qui commanditent sa vie. Et vous avez dit plusieurs fois sur ce plateau que ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, parce qu'on peut avoir un jeune de 25 ans qui est plein de maturité et avoir un papy même de 60 ans qui n'a pas de maturité. Voilà. C'est vrai, il faut comprendre que le monde aussi nous révèle souvent un mystère. Alors, le mystère, c'est quoi dans ce domaine? Il y a ce qu'on appelle le don, il y a ce qu'on appelle le charisme. Alors, le charisme, c'est ce que vous possédez pour transmettre, pour donner aux autres. Le don, c'est cette valeur que vous êtes, souvent j'aime, en Moro on dit Roromiki. On est né trouver une valeur qui nous a impacté et qui est souvent naturelle. Et on ne peut pas dissocier cela parce que vous voyez, quand on voit souvent dans une famille, le bébé, dans sa croissance petit à petit, on constate que ou il ressemble à papa ou il ressemble à maman. C'est un signe qui indique que l'enfant est appelé à avoir des valeurs qui codifient sa vie à travers ce que la vie nous donne. C'est ça la ressemblance. La ressemblance n'est pas seulement le physique. La ressemblance aussi, c'est les valeurs. Voilà. On dit, ah, telle personne, quand il parle, ça nous rappelle, il nous renvoie à qui? À son papa, à sa maman, à son grand-père. Vous voyez, ce sont des valeurs intrinsèques, voilà, qui se transmettent subtilement, qui n'est pas souvent visible. Mais au fur et à mesure qu'on constate, on voit que non, une valeur est là, l'enfant possède une valeur, l'enfant possède quelque chose de sacré et que, alors, on ne change pas, on arrive à comprendre pour mieux donner un sens à partir de ces valeurs. D'accord. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire qu'on acquiert la maturité à travers l'éducation, puisque c'est à travers l'éducation également qu'on arrive à donner ces valeurs-là aux enfants qui grandissent avec? Bien sûr, ça se transmet. Ça veut dire que devenir adulte, nous sommes appelés à reproduire le monde comportemental, relationnel de notre enfance. Ce qu'on a reçu de l'enfance, ce qu'on a reçu par les parents comme valeur, comme indicateur, devenu adulte, on reproduit cela. C'est pour ça que certaines personnes, on constate qu'ils ont des expressions. Tu m'as connu comme ça, je suis comme ça, je suis né comme ça. Ouais, d'une manière inconsciente, la personne te révèle, voilà, son moi, son moi. Voilà. C'est souvent des choses que la personne a enregistrées dans son logiciel mental et il répercute ça maintenant dans son état conscient, voilà, et que ça se sent, si c'est moral, si c'est une valeur ou bien ce n'est pas une valeur. Donc ça veut dire qu'une personne qui développe tout le temps son moi, qui est tout le temps concentrée sur le moi, c'est une personne immature? Oui, parce qu'une fois qu'on continue toujours à parler de le moi, le moi, le moi, alors psychologiquement, à un certain niveau, tu révèles un ego. Voilà.
Ça veut dire que quand tu es en communication avec les autres ou quand tu vis une situation, ton repère et ton indicateur, c'est pour nourrir ton moi. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Alors, moi, j'ai eu à m'entretenir avec un couple qui, à 38 ans, voilà, ce couple avait été en état de divorce. Alors, ils ont été recommandés de venir me voir. Quand le monsieur a pris la parole, il a dit, Monsieur Kaboré, alors je vais vous dire une chose, moi je suis comme ça, moi j'ai toujours dit, il a parlé de 19 fois son moi. Quand la femme a pris la parole, elle aussi elle a parlé de 17 fois son moi. Donc, je constate que c'est une relation du moi qu'ils ont installée, mais ce n'est pas une relation du nous. Et après mon diagnostic, j'ai dit, le fait que votre moi a pris le dessus, vous n'avez pas droit ni à la joie, ni à l'entente, ni à la compréhension. Parce qu'il y a l'absence du nous. Donc, quand le moi essaie de prendre le dessus, alors le moi peut conditionner, commanditer et nous éloigner des valeurs intrinsèques et les fondements de la vie. D'accord. Là, c'est bien noté. À présent, nous allons passer au fondement du mariage. Quand on parle du fondement du mariage, de quoi il s'agit exactement? Alors, le mariage, c'est une institution sacrée. Comme disait quelqu'un, quand on perd le sang du sacré du mariage, on perd le sang de toutes choses. Alors, le mariage aussi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme une voiture. Tout le monde peut démarrer une voiture, mais tout le monde n'a pas le code pour conduire une voiture. Donc, le mariage se révèle à travers la psychologie de la femme, la psychologie de l'homme, les valeurs, ce que j'ai appris de mature et de responsable qui vient maintenant orienter et guider ma vie de couple. Savoir que le mariage, c'est un projet de vie. Ce n'est pas un projet d'émotion, de sensation et de plaisir. C'est un projet de vie sacrée. Voilà. Où on a un projet pour rire ensemble, un projet pour se respecter, un projet pour chercher la compréhension, la complémentarité et la complicité. Et aussi un projet pour pleurer ensemble parce qu'il y a Oui, des difficultés également. on a souvent besoin de pleurer, c'est thérapeutique. Voilà. Mais il faut comprendre que dans la vie du mariage, c'est comme notre organisme. L'organisme a souvent besoin des microbes pour être immunisé. Donc on a besoin souvent, dans la vie conjugale, des incompréhensions. On a besoin des frustrations de 30 minutes, de 1 heure pour pouvoir nous interpeller. Souvent, il y a des petites souffrances déguisées qui doivent venir nous impacter pour nous interpeller, que nous sommes appelés à suivre une voie, à une conduite et aussi exclure. Là aussi, il faut exclure le moi. Voilà. Et laisser tomber le tu es comme ça, tu es toujours comme ça. Ce tu qui accuse, qui condamne, qui tue la relation, on exclut le tu. Donc, on a un projet de vie conjugale parce que tu es une partie de moi. Je n'attends pas une personne, tu n'attends pas une autre personne. Nous devrons faire route ensemble, donc on a un projet de vie. Voilà, un projet de vie du nous, mais pas un projet de vie du moi. D'accord. Monsieur Kaboré, vous dites que le mariage est sacré et même très sacré. Alors aujourd'hui, quelle vision vous avez du mariage? Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, quelle vision vous avez du mariage? Est-ce qu'on a toujours ce côté sacré-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on comprend le côté sacré du mariage ou c'est devenu juste un événement où on fête, voilà, dans la joie et puis on se sépare? Je dirais que le mariage a toujours son sens sacré. Mais psychologiquement, le sacré du mariage est renvoyé dans l'inconscient. On l'a installé dans le conscient, mais on ne fait pas ressortir ces valeurs dans l'état conscient. Pourquoi? Parce que, alors, nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des fausses philosophies séduisantes et trompeuses. Aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle la philosophie des évolutionnistes.
le monde évolue avec le temps. Voilà. Et ça évolue. Voilà. Chacun se cantonne sur ce qui est jouissance, sensation, plaisir, euphorie. Alors que le sacré exige tout ce qui est sérieux. Voilà. Mais le fait que nous l'avons ramené dans l'inconscient, donc, comme je dis, l'état conscient maintenant vient prendre le dessus. Voilà. Du moins, nous alimentons l'état conscient avec le plaisir. Voilà. Donc, on ne se laisse pas impacter, se laisser transformer par les valeurs du mariage. Chacun aujourd'hui veut créer sa philosophie du mariage, qui est influencée par les sensations, le plaisir. Vous voyez, aujourd'hui, on ne met pas l'accent sur la formation. Hein, aller recevoir des instructions par les aînés. Alors, on met l'accent sur voilà, l'euphorie, la préparation du mariage, le jour du mariage. Voilà, voilà. C'est comment faire pour que ça soit une fête, l'ambiance, la décoration esthétique. On met beaucoup l'accent sur ça. Comme dit quelqu'un, cherchez l'essentiel et tout vous sera donné. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut savoir que dans le mariage, il y a ce qui n'est pas si important, il y a ce qui est important, il y a ce qui est très, très important. Donc, on n'arrive plus à faire la part des choses parce qu'on a perdu le sens du sacré du mariage. Alors que quand on perd le sens du sacré du mariage, on a perdu le sens de toute chose. Voilà, ça devient quoi? Du désordre. Et quand ça devient du désordre, chacun psychologiquement crée sa philosophie, sa vision du mariage. Hein? Moi, j'aime toujours le mot en moré, roromiki. Je suis né trouver une valeur, je viens prendre cette valeur pour construire mon unicité. Hein? Pour que mon être, il n'y aura pas deux personnes comme moi sur cette terre. Donc, je prends les valeurs pour que les valeurs m'aident à construire mon être intérieur. Et quand on me voit, on ne trouverait jamais une personne qui me ressemble. S'il y a 7 milliards d'hommes, il y a 7 milliards de mentalités. Donc, chacun doit s'accrocher à une valeur pour construire sa vie joyeuse. D'accord. Alors, M. Kaboré, quand on reste toujours dans le contexte du mariage, prenons la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Alors, quand je parle de la femme d'hier, je parle bien sûr de nos mamans. Quand nos mamans, elles étaient mariées, quand papa dit par exemple, ma chérie, je sors, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu me fasses du taux. Quand papa revient, effectivement, c'est du taux et la sauce demandée qui est sur la table. La femme d'aujourd'hui, chérie, aujourd'hui, je vais manger du taux. Elle dit, OK, mais tu reviens, tu trouves des pâtes. Et quand tu lui demandes, moi, j'étais fatiguée, les pâtes, c'est plus facile, j'avais autre chose à faire. Vous voyez? Est-ce que on est en train de perdre nos valeurs, ou on suit le monde, ou on pense que le temps des mamans, c'était de la souffrance? Bon, on ne peut pas dire qu'on est en train de perdre des valeurs, mais on peut dire l'absence des valeurs. Pourquoi il y a l'absence des valeurs? Parce que souvent, certaines personnes n'ont pas eu la chance qu'on les ait transmis des valeurs. Voilà, il y a que depuis l'enfant, j'ai vu de l'euphorie, voilà, de la luxure, du plaisir et de la jouissance. Les valeurs, quand on vient prendre la place des valeurs, les valeurs s'éloignent. Je pense que ce que vous dites, ça interpelle que, alors, la femme, l'homme et la femme doivent travailler pour que chacun puisse comprendre le rôle et la place qu'il doit occuper. J'ai toujours dit, la femme n'est pas inférieure à l'homme, mais l'homme est le chef de la famille, qui a l'autorité pour prendre soin, mais ce n'est pas pour être servi. Celui qui veille au bien de la famille. Mais la femme respecte son mari parce que, pourquoi? En référence de la loi de la nature, on constate que dans toute structure, il y a un patron, il y a un chef, même chez les animaux. Voilà. Donc, c'est la loi de la nature. Il y a une parole qui dit que la femme, c'est une aide pour l'homme. Voilà. Voilà. C'est une aide pour l'homme
Mais pour que la femme devienne aide pour l'homme, c'est parce que les deux ont un projet de vie pour atteindre à un objectif. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que aide veut dire qu'on doit l'exclure. Elle participe. Mais au-delà de ça, pour élever le niveau, pour expliquer, il faut savoir et reconnaître que la femme est l'animatrice et consolatrice du foyer et la vie. Du moins, le mariage et la vie commencent par la femme et la famille appartient à la femme. La famille, je précise, je pèse mes mots, la famille appartient à la femme. C'est elle qui est l'animatrice et consolatrice du foyer. L'homme est là pour servir. Vous voyez, un président de la famille, un président d'un pays, qu'est-ce qu'on fait? On installe un protocole de respect pour lui. C'est ça qui le galvanise, qui le prédispose à faire son travail. Mais il est là pour servir son peuple. Donc la femme est là pour galvaniser l'homme, pour que l'homme puisse répondre aux attentes de la famille. Donc elle est l'animatrice consolatrice. Une femme qui a développé sa maturité humaine, affective et équilibre psychologique, vous allez sentir que cette femme a la capacité de contrôler ses émotions. Voilà, elle a cette intuition et cette sagesse de galvaniser son homme. Donc c'est pourquoi on voit des femmes qui arrivent à galvaniser certains hommes qui se sentent bien dans la société, qui avancent, que ce soit sur le plan social, professionnel, ils brillent tout le temps. Et il y a d'autres qui se plaignent, qui disent moi ma femme n'est pas comme ça et voilà. Et cette femme-là, vraiment, elle prend soin de son homme, elle galvanise son homme et tout. Mais peut-être que ces dernières, elles n'ont pas ce soutien dont vous êtes en train de parler. Tout à fait. Parce que quand je me sens rabaissée, je me sens affaiblie, on ne me reconnaît pas, on ne reconnaît pas ma valeur dans le foyer, pourquoi je vais chercher à galvaniser ce dernier? Souvent, je dis à certaines femmes, vous ne connaissez pas votre valeur. Quand la femme donne la place à l'homme, la femme, elle est psychologue, elle a une force psychologique. Donc, elle a la capacité de contrôler le foyer. Mais il faut la douceur. Il faut la douceur. Et au-delà de ça, il faut éviter les compétitions. Chaque fois rentrer en compétition avec ton mari. Ton mari sort, toi aussi tu sors. Ce n'est pas un lieu de compétition. Tu es l'animatrice et consolatrice du foyer. C'est la femme qui est appelée à cadrer l'homme, à guider l'homme et à orienter l'homme, mais avec douceur, mature et responsabilité. Quand elle a cette capacité de galvaniser son homme, quand l'homme sort, elle sait que la patronne de la maison, c'est la femme. Mais celui qui est patron de la famille, c'est lui. Mais il a besoin de la patronne de la maison. Et la femme maintenant, et lui maintenant, il est patron de la famille. Donc, il a besoin que la femme l'oriente, le guide. Mais si c'est une femme qui a l'habitude d'élever le ton, le ton, c'est l'homme qui a le ton. La femme a la douceur qui vient anesthésier le ton violent de l'homme. Sa douceur paralyse le ton. Son regard affectueux, sa douceur, sa tendresse, son humilité vient anesthésier l'homme. L'homme est obligé de céder. Voilà. C'est comme on dit à Maurice, Kimbo Noir. Donc ça veut dire que, en fait, ce sont des petits secrets comme ça que vous êtes en train de donner aux femmes ce soir. Tout à fait. Parce que je ne vois pas une femme qui a cette douceur, calme, apaisante, qui sait prendre son homme. Elle aura tout ce qu'elle veut en fait. Mais quand on veut se comparer à l'homme, on a toujours le ton élevé que l'homme dans le foyer et tout. Je ne me laisse pas faire, je connais mes droits, voilà, je suis allée à l'école, je ne suis pas une villageoise. Voilà, c'est compliqué. Oui, effectivement, je constate dans l'accompagnement qu'il y a des femmes psychologiquement qui se sont mariées, comme j'ai l'habitude de dire, avec l'amour des amoureux. Qui a une date de péremption. Voilà. Et je constate aussi qu'il y a des femmes qui se sont mariées, mais d'une manière inconsciente, elle ne sait pas qu'elle s'est mariée pour devenir, qu'avec son mari, ils seront mari et femme, mais ils ne deviennent pas époux et épouse.
Voilà. Je veux dire quoi? Alors, être mari et femme veut dire c'est un couple administratif. On est là pour se distribuer des rôles, se défendre des intérêts. Tu fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est un couple administratif. Le couple administratif, quand c'est avéré après le diagnostic du spécialiste, cela révèle qu'il y a l'absence de la complicité et la complémentarité. Personne n'a pris conscience pour donner la place à l'autre. On rentre en compétition. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Donc, deux capitaines dans un bateau, c'est là quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et le bateau va couler? Alors, le bateau va couler. Alors, tel capitaine va dire ça, tel capitaine va dire ça. On oublie maintenant ce qu'il faut faire pour le bateau. Ça va se couler. Donc, j'insiste et je persiste. Quand une femme galvanise son homme, du moins valorise son homme, c'est ça qui galvanise un homme. Elle vient anesthésier un homme. L'homme est obligé de suivre ce que la femme fait. Mais si tu rentres en compétition avec un homme, vous savez, dans l'accompagnement, dans l'écoute, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, Monsieur Kaboré, je vis une situation avec ma femme. Mais je vous dis, je suis arrivé à un niveau. Si j'apprends que ma femme m'a trompé avec un homme, je serai content. Je voulais savoir pourquoi. Il dit, si ma femme peut venir me demander pardon, reconnaître sa place, donner ma place, je préfère ça. C'est là que j'en ai besoin. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau, même si elle me trompe, ça n'a pas d'effet. Parce que je ne ressens rien pour elle. Je dis pourquoi? Parce que elle ne m'a pas donné ma place. Elle est toujours en compétition avec moi. Quand je dis un, elle dit deux. Donc finalement, je ne me trouve plus homme. Je préfère qu'elle me respecte. Je préfère qu'elle se dise qu'elle peut se tromper. Même si elle me trompe, j'ai la capacité de pardonner ma femme. Qu'une femme qui ne supporte pas une remarque et qui ne me donne pas ma place, je la regarde chaque jour comme un homme. Voilà. Quand je regarde ma femme, elle ne déclenche rien en moi comme plaisir, comme sensation. Et quand un homme arrive à ce niveau, en fait, c'est mieux de divorcer, en fait. Parce que c'est comme, je ne sais pas. Non, on est déjà à ce qu'on appelle le divorce affectif. On existe, mais on ne vit plus. Mais il n'est pas tard. Si le monsieur a la capacité d'accepter, parce que juste, il m'a dit qu'il n'a jamais été violent avec sa femme, ça veut dire que le monsieur a une sagesse, une maturité. À cause des enfants, il dit, j'alimente, je donne tout ce que ma femme veut, les enfants, j'ambiance. Mais quand je regarde ma femme chaque jour, c'est comme quoi? C'est comme un homme. Et que voilà, le petit, le garçon, un jour, a pris quelque chose de donner à son ami. Et le monsieur dit, j'étais assis avec ma femme. Notre garçon rentre et ma femme dit, mais tu as pris telle chose donnée à ton ami? Et l'enfant dit, oui, maman. Et la maman dit, mais est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as demandé avant de le donner? Et le papa était assis. Papa dit, mais c'est moi que tu dois dire, mais est-ce que tu as demandé à ton papa? Non, la maman n'a pas dit ça. Est-ce que tu m'as demandé? Ça veut dire qu'elle ne voit même pas son homme à côté, c'est elle. Ça se confirme. Donc, humblement, alors, se soumettre à son mari, ce n'est pas une faiblesse. Ça ne diminue pas une femme. La soumission veut dire respect. L'homme a l'autorité. Mais si l'homme devient autoritaire, cela veut dire qu'il a perdu son autorité. Voilà. Donc, l'homme aussi doit savoir que son autorité a besoin d'être galvanisée par la soumission de sa femme. Et l'autorité, voilà, aussi a besoin de galvaniser maintenant, respecter la femme. Et maintenant, en ce moment, on travaille en synergie et en complémentarité. Mais je vais élever le niveau pour dire quelque chose. D'accord. Alors, je vais interpeller beaucoup de couples. Il y a certaines choses qu'ils vivent, mais ils ne savent pas. Beaucoup de couples, aujourd'hui, sont devenus allergiques à l'entente, à la compréhension, à la joie et au pardon. Pourquoi? Parce qu'ils sont atteints à un niveau de conflit. Je vais vous expliquer quelques niveaux.
Premièrement, on constate dans la vie du couple un signe qu'on appelle signe d'alarme. Un signe qui annonce qu'il y a des incompréhensions. On n'arrive pas à se comprendre. Et on essaie de négliger ce niveau. Après, on atteint un autre niveau qu'on appelle signe d'aggravation. En ce moment, maintenant, chacun va installer quoi? Des mécanismes de défense pour se protéger. Alors, le dernier niveau maintenant est ce que nous appelons le signe d'épuisement. Je n'en peux plus. Voilà les termes maintenant qu'on appelle. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Voilà. Voilà, hein? Chacun est épuisé. En ce moment maintenant, c'est en face de moi, ce n'est plus ma femme, mais c'est mon adversaire. C'est mon ennemi. Et maintenant, c'est la violence verbale, morale. Même le silence est une forme de violence. Voilà, qui ne dit pas son nom, mais on voit que cela est installé et c'est maintenant la misère, l'anxiété, l'amertume, découragement, déception, des maladies psychosomatiques qui s'installent maintenant. Et même le cancer est invité pour venir à la fête, pour prendre une place. Voilà. D'accord. C'est bien noté, M. Kabouré. Nous avons fait 30 minutes d'émission. On va ouvrir le téléphone. Okay. S'il y a des téléspectateurs qui veulent participer à l'émission, vous pouvez composer le 25 37 62 90. 25 37 62 90. Pour participer à l'émission, vous appelez, vous réagissez par rapport au thème. Et si vous avez d'autres questions, M. Kabouré est là pour répondre. Alors, M. Kabouré, concernant toujours les fondements du mariage, dans le mariage, quand il n'y a plus d'entente, quand on n'arrive plus à se comprendre, est-ce que ce n'est pas parce que quelqu'un voit ailleurs? Parce que si tu vois ailleurs, c'est-à-dire quand tu vois une autre femme ou quand tu vois un autre homme, peut-être que cette personne n'a pas les mêmes manières de se comporter que ton partenaire ou ta partenaire. Tu veux voir ces mêmes comportements chez la personne qui est à la maison, mais tu n'arrives pas à retrouver. Donc, ça amène des mésententes, on n'arrive plus à se comprendre, on veut s'évader, fuir un peu le foyer. Oui, c'est ce que nous appelons mécanisme de défense. Ou bien le chien t'a mordu, alors tu vas t'évader. Alors, c'est souvent les conséquences d'une situation non résolue. Les conséquences d'une situation qu'on n'a pas trouvé la réponse. Ça s'installe, ça s'enracine. Chacun maintenant sort pour chercher un sédatif. Ça veut dire que je vais me blotter dans les bras d'une femme dehors, dans les bras d'un homme dehors, mais ce sont des sédatifs qui adoucissent ton mal, mais qui ne soient pas la cause de ton mal. Voilà. Tu auras le plaisir. Et ça aussi, comme dit le monsieur, c'est encore un autre problème. Après, ta conscience va t'interpeller. Voilà. Quand tu vas penser à tes enfants, quand tu vas penser que tu t'es essuyé par une vie charnelle, bon, tu te contentes de ça, mais ce n'est pas la solution. Mais souvent, c'est un sédatif qui adoucit, mais qui ne soit pas la cause du mal. D'accord. Mais qu'est-ce qui empêche les couples d'acquérir les fondements du mariage de nos jours? Qu'est-ce qui les empêche? Alors, je vais élever le niveau pour dire quelque chose de très fort. Aujourd'hui, le divorce a atteint à une proportion épidermique. Ça veut dire qu'il y a le divorce physique, il y a le divorce affectif. Ça nous interpelle tous aujourd'hui. Si moi, je dois faire une proposition en tant que spécialiste du domaine, je vais dire... Nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, moi c'est Ibrahim Tamboura, je vous appelle depuis Guibo. Depuis Guibo? Oui. Ça fait plaisir. Vraiment, votre émission nous va droit au cœur. Merci bien. Vraiment, je suis très content. D'accord. Voilà, mais maintenant, il y a quelque chose que je voulais en tout cas demander et puis ajouter aussi. Oui, allez-y. Maintenant, bon, en tout cas, ce que le tonton vient de dire là, souvent dans le couple, en tout cas, c'est pas simple. Voilà, puis il y a un mot qui m'a plu beaucoup. C'est quel mot? Et là où il dit que souvent quand l'homme sort et puis la femme aussi dit qu'elle va sortir. Quand ça c'est un problème que la femme cherche en ce moment. Je me suis dit que souvent il y a des hommes qui sortent, mais c'est pas, s'ils sortent seulement, c'est pour aller chercher une femme. Peut-être c'est pour aller causer.
c'est pour aller causer. Papoter avec les amis. Voilà. D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord que quand l'homme sort, la femme aussi sort? Non, moi, je suis contre ça. D'accord. Voilà. Sinon, normalement, la femme doit respecter son mari et la femme, elle est là pour la maison. La femme est là pour la maison? Oui. D'accord. Voilà. C'est bien noté, M. Taboura. Voilà. Je peux avoir un autre numéro. D'accord. Il voulait un numéro. Restez jusqu'à la fin de l'émission. Vous aurez le numéro de M. Kabouré. Alors, lui, il n'aime pas du tout le fait que l'homme sorte et puis la femme aussi se lève sortir. Alors, si je dois réagir à partir de ce qu'il a dit, c'est logique. Il parle selon un niveau. Mais quand une relation a atteint, quand une relation est en bonne santé et solide, quand on atteint à la maturité, quand on a pris le temps de construire, d'entretenir et de perfectionner la confiance, je suis convaincant et convaincu, je ne peux pas dire à ma femme de ne pas sortir. Je vais dire à monsieur qui vient d'appeler, monsieur Tamboura, que chaque couple est une entité à part. Il ne faut pas généraliser. Voilà, on ne généralise pas. Mais il a dit quelque chose de fort également, il dit la femme c'est la maison. Ça veut dire que la femme n'a pas droit de sortir. La femme c'est la maison, oui. C'est à quel sens il voulait dire? Quand on affirme comme ça, on donne un certain signe d'une personne autoritaire. La femme n'est pas la maison. Je dis la femme est l'animatrice et consolatrice du foyer. Quand on dit la femme est la maison, c'est comme si on enferme la femme dans un enclos. Donc non, c'est elle sort quand elle veut, mais quand il y a la compréhension, elle peut sortir. Donc il ne faut pas généraliser. Si lui, il dit à sa femme de ne pas sortir, ok, mais quand on élève le niveau pour dire que quand vous avez atteint à la maturité, à la compréhension, à la complémentarité, je peux affirmer qu'à ce niveau, si tu as un comportement suspect, ta conscience va t'interpeller et va te conscientiser, va t'interpeller que ton acte n'est pas proportionnel. Voilà. Mais quand on a un autre niveau, voilà, je vais essayer d'élever encore le niveau. Il y a 4 niveaux il y a un niveau neutre de communication. Il y a un niveau extérieur de la communication du couple. Il y a aussi un niveau intime moyen, il y a un niveau intime profond. Mais quand vous avez atteint à un niveau intime profond, vous avez l'assurance que votre femme peut sortir et rentrer. Mais quand vous êtes à un niveau extérieur de la communication, il y a méfiance, inquiétude, le doute, tout ça s'installe et vous allez vous appuyer de ça pour dire « tu ne sors pas ». Mais quand c'est un niveau intime profond, alors rassure-moi que tu vas rentrer. Donc tu dors paisiblement, même si ta femme rentre n'importe quelle heure, parce qu'il y a l'assurance, il y a la compréhension. Même si elle rentre à 2 h du matin après un show avec des copines. Parce qu'il y a des événements, si tu demandes l'autorisation et puis tu dis de partir, mais il ne faut pas amener la femme à devenir comme une prisonnière. Elle n'est pas une prisonnière. Elle s'est mariée pour vivre cette liberté. Et parlant de cette question de prison, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Depuis que je me suis mariée, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne suis plus jamais sortie. Monsieur ne m'a jamais invitée à prendre un verre. Pourtant, quand c'était l'étape de copinage, on était tout le temps dans les maquis, dans les restaurants, aller au cinéma. Mais dès que le mariage a été scellé, c'est fini. Madame, c'est la maison ou rien. Et souvent, quand elles demandent juste une petite sortie, juste à côté, s'empâter, prendre un pot, ils se disent, ben, écoute, si c'est la boisson que tu veux, prends l'argent, va payer. Si c'est le poulet que tu veux manger, voici l'argent, va payer et puis tu viens manger à la maison. Mais prendre la main de la femme comme ça, après quelques années de mariage, aller prendre un pot, c'est devenu tout un problème. Et pourtant, ce dernier-là est tout le temps dehors. Pourquoi? Je vais élever le niveau pour expliquer, parce que ce que vous dites est très important. Psychologiquement, il y a certains hommes ou certaines femmes qui vous choisissent pour se construire, mais ils ne veulent pas se construire avec vous. Je t'ai choisi pour nourrir mon moi. Donc tout ce que tu fais, ça doit nourrir mon moi. Mais je ne veux pas une relation du nous, mais je veux une relation du moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc quelqu'un qui choisit une femme, mais au début, il va jouer le jeu. Alors, mais une fois que la femme rentre dans le foyer,
il impose son moi. Tu es ma propriété, tu es ma chose. Vous voyez? En ce moment maintenant, on ne permet pas à la personne librement et volontairement d'être soi-même. Et la personne va se replier. Et c'est ça même qui peut amener l'autre maintenant à chercher des sédatifs dehors, des plaisirs dehors. Vous voyez? Mais je vais préciser une chose. J'ai parlé de la liberté. Oui. Il faut faire la différence entre liberté et libertinage. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est faire... la liberté, c'est appeler à faire appeler à faire quelque chose qui nous donne notre place, qui nous permet d'être nous-mêmes. La liberté, c'est ça. C'est apprendre à devenir la personne qu'on est appelé à devenir. Ce n'est pas faire de la libertinage. Voilà. Mais tout ça, c'est quoi? En résumé, cela indique souvent que le couple n'a pas atteint à la maturité. Voilà. Et si vous avez atteint la maturité, il y a la compréhension, il y a l'acceptation. Même s'il y a des frustrations, on accepte les frustrations de 30 minutes, d'1 heure. Mais on ne prend pas une frustration de 30 minutes pour en faire une difficulté d'1 semaine. Et souvent aussi, alors, le moi ado de l'autre peut venir prendre le dessus de son moi adulte. Voilà. Et souvent aussi, on ne sait pas que c'est le moi enfant, blessé, humilié, mal aimé, qui est venu prendre le dessus du moi adulte de ton mari ou de ta femme, qui fait qu'il a un comportement disproportionné, c'est-à-dire un comportement qui n'est pas proportionnel au contexte, qui révèle que ce comportement révèle une blessure endormie non cicatrisée. D'accord. Et je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui empêche les couples d'acquérir les fondements du mariage? Alors, je dirais c'est un couple. Voilà. Pas forcément. Oui, certains couples, oui. Voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a sauté des étapes. Est-ce qu'on a pris le temps de d'écrire ou de dessiner la maquette de notre vie? Je dirais qu'il y a souvent, la vraie cause souvent, c'est l'immaturité, et le fou rire, l'inconscience et l'ignorance. D'accord. Voilà. Comme disait quelqu'un, alors, le peuple de Dieu périsse par manque de connaissances, manque de repères, manque de fondements basiques. Et on constate que chacun rentre dans le mariage pour fabriquer sa vision du mariage. Monsieur Kaboré, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on doit se marier par passion ou par amour? Bon, ça demande un développement, mais bon, se marier par passion, non. Ou par amour? Non, on ne se marie pas ni par passion, ni par amour. Je vais élever le niveau. D'accord. On se marie parce qu'on a de l'amour pour donner. Ce n'est pas parce qu'on veut aller prendre l'amour. On se marie pour rendre heureux, mais ce n'est pas pour devenir heureux. Ça veut dire que on a de l'amour et on est prêt à donner cet amour-là à quelqu'un. Si on ne donne pas cet amour, on ne peut pas être heureux. Et pourtant, on se marie parce qu'on se sent aimé par l'autre, parce qu'on a besoin d'être aimé par l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Oui, si on a besoin d'être aimé par l'autre, cela sous-entend que nous avons de l'amour à donner. Donc, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On ne se marie pas pour devenir heureux. On se marie parce qu'on est heureux avec soi-même. L'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, image positive de soi. J'ai la capacité. Donc, plus je donne, plus j'ai la joie de donner. Je prends un exemple. Moi, j'écoute beaucoup de couples. Mais quand j'arrive à entendre un couple qui vient me dire, « Monsieur Kaboré, nous avons compris le mariage. On a retrouvé la joie. » Ce n'est pas l'argent qu'ils vont me donner, mais la joie de voir que le couple s'est réconcilié, c'est une grande joie que je vais garder pendant longtemps. Donc, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut atteindre un niveau pour comprendre ce mystère qui est caché. D'accord. Prenons quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Si je peux parler moré? Bon, l'exception, oui. Monsieur Kaboré, il parle moré. Allez-y. Bref, quoi. Attends, super. Oui. Allô? On vous écoute, madame. Allez-y. Oui, Oh là là, elle est partie. Alors, monsieur Kaboré, on dit que pour que l'amour soit solide entre deux personnes, il faut la liberté, la fidélité, la fécondité. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je suis d'accord, mais la grâce de Dieu n'exclut pas la nature humaine. Je peux élever encore le niveau. Je dis bien, la grâce de Dieu n'exclut pas la nature humaine. La grâce de Dieu éclaire, éveille, interpelle et conscientise la nature humaine. Ce que vous avez dit, ce sont des choses basiques. Mais on choisit, on entretient, on perfectionne et on l'installe maintenant qui devient notre réalité et notre vérité. Et dans ce fondement du mariage, il faut forcément la fidélité qui fait partie du fondement du mariage. Est-ce qu'aujourd'hui on l'a compris? Oui, la fidélité, pour élever le niveau, être infidèle ne veut pas dire que j'ai trompé ma femme ou trompé mon mari. Il faut faire la différence entre, bon, c'est pour élever le niveau, pour expliquer. Il y a une différence entre infidélité, adultère et relation extra-conjugale. J'ai déjà expliqué ça. Mais être infidèle, c'est le fait que j'ai promis que je vais rentrer à 20h et je rentre à 22h. Je n'ai pas tenu promesse, donc je suis infidèle. D'accord, manquer à ses engagements en fait. Voilà, manquer. Mais dans la vie du couple, il faut ces infidélités qui sont comme des ingrédients, des leçons et des enseignements pour construire la fidélité. Mais moi, je parle de la fidélité intime, homme-femme. Sexuelle. Ne pas me tromper avec une autre femme ou ne pas me tromper avec un autre homme. Cette fidélité-là, ça fait partie du fondement de la vie et du mariage. Ça fait partie du fondement. Ça, c'est basique. C'est ça même qui vient codifier, qui appelle l'assurance et la sécurité et la confiance de venir s'installer. Mais ça peut arriver. Mais pourquoi 90% ça arrive? Ah, vous avez déjà fait votre diagnostic et c'est 90%. Oui, parce que on l'a tellement remarqué. OK, Homme c'est comme une bonne femme. question. Regardez le monde aujourd'hui que nous vivons. Ça doit être même à 100%, selon mon diagnostic. Puisque le mariage est en train de perdre son sens sacré. On se marie parce qu'on est tombé amoureux et après 2 ans, l'amour des amoureux est parti. On n'a plus de repères. On vit de la jouissance, de la sensation, de l'euphorie. En 2 mots, nous sommes dans un monde, ce que j'appelle la philosophie des évolutionnistes. Alors que nous devrons revenir sur la philosophie des créativistes, qui veut dire des choses sacrées qu'on doit rechercher, retrouver et installer comme repère. Aujourd'hui, tout le monde vit des sensations. Comment on épouse une fille aujourd'hui? Sa forme me plaît et elle est de mon goût. Elle est de mon goût. Et puis, je fais un cheminement, et puis voilà, on chemine. Il y a des expressions aujourd'hui. On parle le mougou, le un coup, tu es de mon goût. C'est des expressions de Gomorrhe et Sodome qu'on appelle bordel. Bordel qui veut dire désordre. 80% des couples vivent dans Gomorrhe et Sodome, l'esprit de Gomorrhe et Sodome, qu'on appelle aussi la luxure et la concupiscence. Ce n'est plus le sacré. Ça veut dire que le monde est foutu, là. Bon, le monde est en train de perdre des valeurs, mais comme il y a toujours des personnes qui détiennent des valeurs, il y a l'espoir et l'espérance qu'on peut encore retrouver notre dignité. Et ce soir, on va profiter de vous pour avoir des conseils pour que ça puisse perdurer. Parce que quand on regarde nos enfants qui sont en train de venir, on a quand même peur. C'est vrai. Alors, je pense que ce qu'on doit essayer aujourd'hui, si moi, en tant que spécialiste du domaine, et on me posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la pandémie du divorce? La première des choses, je vais demander aux autorités d'installer une équipe formée. Tant que tu n'as pas une attestation qui prouve que tu as eu une formation, tu ne dois plus contracter le mariage. Aller se faire former par des spécialistes et le spécialiste te donne une attestation qui prouve que vous êtes habilité pour contracter le mariage. Et après 6 mois de mariage, on fait un recyclage. Après 2 ans de mariage, on fait encore la mise à jour. Alors, parce qu'on constate que pour qu'un couple soit équilibré, il faut de 1 à 10 ou à 15 ans de mariage. Alors qu'on constate qu'après 6 mois de mariage, après 2 mois de mariage, il y a le divorce. Il y a le repère, ou il y a le divorce affectif. On existe, mais on ne vit plus. Ça veut dire quoi? C'est blasphémer contre le mariage qui est sacré. Alors que tout commence par le mariage, la famille. On aura quel type d'enfant? Si le mariage, s'il n'y a pas l'entente, il n'y a pas la compréhension, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Devenir adulte, l'enfant va reproduire le monde comportemental, relationnel de ses parents. Mais quand tu deviens impoli, l'enfant,
bon, ce qu'il va faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais. C'est ce qu'il a vu qu'il va prendre, installer et faire sa vie. Il va croire que c'est ça qui est une réalité. Donc, je pense que, alors, c'est une interpellation pour que nos autorités sachent qu'il faut aujourd'hui avoir des spécialistes qui vont former des gens et avoir vraiment préparé des livres, des repères et des indicateurs. Quand tu veux te marier, vous suivez une formation. Et après la formation, il y a un accompagnement. Voilà. On peut essayer de faire ce qu'on appelle expérimentum. On peut prendre au moins une dizaine de couples, on fait l'expérience. Si ça, on les accompagne pendant 2 ou 3 ans. On fait un bilan. Et après, maintenant, on propose à d'autres provinces de faire l'expérience. On fait petit à petit. D'ici 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? On aura maintenant... Alors, on va maintenant voter une loi pour dire, à partir d'aujourd'hui, pour se marier, il faut aller suivre une formation, voilà, pour avoir maintenant une attestation qui prouve que vous pouvez contacter le mari. Vous allez voir que le nombre de divorces, là, ça va diminuer. Ça va chuter. Je vais encore vous dire quelque chose. Malheureusement, il nous reste quelques secondes là, donc très rapidement, voilà, un dernier mot à l'endroit de la jeunesse. Je vais dire seulement, il y a des jeunes qui sont venus sur une formation avec moi, et le monsieur a compris que la formation lui a révélé qu'il n'aime pas sa femme et qu'il ne peut pas l'épouser. Et ils se sont séparés, et j'étais content. Imaginez s'ils étaient mariés. C'est à travers la formation ils ont découvert que non, ce n'est pas l'homme de ma vie ou ce n'est pas la femme de ma vie. Voilà. Ça veut dire que si on avait accepté ce mariage, voilà, c'était de la souffrance totale. C'était la souffrance. D'accord. Et rapidement, un mot à l'endroit de la jeunesse. Alors, je vais dire seulement que la jeunesse n'a qu'à chercher les valeurs intrinsèques, morales, éthiques. Et quand on perd le sang du sacré de la vie, on perd le sang de toutes choses. D'accord. Merci beaucoup, M. Kabouré. Merci pour tous ces conseils. Téléspectateurs, téléspectatrices, on s'arrête là pour vivre ensemble. On se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Alors, si vous avez besoin de M. Kabouré pour plus d'informations et de conseils, vous composez le 70 11 20 70. 70 11 20 70, c'est le numéro de M. Kabouré. On vous souhaite une très bonne suite de programmes sur BF1. Au revoir et à mardi prochain, Inch'Allah.